Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Avant de commencer, je vous conseille d'aller voir mes 2 vidéos sur internet. Elles sont pas indispensables, vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos pour comprendre celle-ci, mais on va dire que c'est dans la suite logique. Voilà. Pour communiquer, une machine, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, doit utiliser un langage compréhensible par l'autre. C'est pourquoi, techniquement, Internet est un ensemble de protocoles universels respectés par l'ensemble des réseaux qui forment la toile. Parmi ces protocoles, on en trouve un qui est le pivot du réseau, la pierre angulaire du système, le protocole IP. C'est lui qui va donner une adresse à toutes les machines du réseau. Cette adresse est indispensable car sans elle, on peut pas trouver une machine. Par conséquent, cette adresse doit être unique, sinon on peut usurper l'identité d'une machine, et elle doit être compréhensible par toutes les machines du réseau. Pour ça, il faut respecter un format précis. En fait, il y en a 2. Le protocole IPv4, qu'on connaît bien, qui s'écrit comme ceci, et le protocole IPv6, qui est son successeur, qui s'écrit comme cela. Par exemple, si vous tapez http://216.58.201.238, vous allez tomber sur Google. Du moins à l'heure où j'écris cette vidéo. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs inconvénients à utiliser directement les adresses IP pour communiquer avec d'autres machines. Déjà, le plus évident, c'est qu'une adresse IP, c'est pas facile à retenir. C'est une suite de chiffres. Et si on passe en IPv6, c'est encore plus difficile à retenir. Ensuite, l'adresse IP d'un serveur ne sera pas forcément tout le temps la même. Si demain je décide de changer d'hébergeur pour mon site web, l'adresse IP du serveur sera différente, ce qui pose problème pour retrouver le site. L'autre élément un petit peu plus technique, c'est que je peux héberger tout un tas de sites derrière une seule adresse IP. Du coup, il faut que le serveur sache quel service est appelé quand il y a une connexion, sinon c'est le bordel. Bref, l'adresse IP est un dispositif technique qui sert à faire dialoguer les machines entre elles. C'est pas spécialement prévu pour être utilisé quotidiennement par les humains, sauf pour des cas particuliers. Au début d'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, on utilisait le fichier host. Ce simple fichier texte, qui existe encore d'ailleurs sur nos ordinateurs, peut servir d'annuaire d'adresse IP. On note les adresses IP d'un côté, et de l'autre à qui ou à quel service ça correspond. C'est le même principe que le répertoire de contact de votre téléphone. Bon, alors ça fonctionnait à l'époque, parce que le réseau d'ARPANET était constitué que de quelques machines. Par exemple, cette carte montre la totalité du réseau en 1973. J'aime bien sortir cette image. Vous vous rendez compte qu'on pouvait faire une carte de tout Internet sur une feuille de papier à cette époque? Mais aujourd'hui, comment vous dire, ça risque d'être un petit peu compliqué de faire une carte de tout Internet sur une feuille de papier. On a environ 1,5 milliard de sites web, dont 200 millions d'actifs, et ça c'est que la partie web dont je parle. Le fichier host serait trop gros, et surtout très difficile à mettre à jour. Il nous faut donc un système qui peut facilement se mettre à jour, et où on peut avoir un nom stable même si on change d'adresse IP. Un annuaire quoi, qu'on peut consulter à chaque fois qu'on a besoin de trouver une adresse IP correspondant à un nom. Et ça tombe bien, hein, parce que c'est justement ça le boulot du système de nom de domaine, ou Domain Name System. Et oui, c'est une transition, c'est tout un métier. Alors déjà, avant de commencer, il faut bien intégrer une chose. Le DNS est un système, c'est donc constitué de milliers de machines à travers le monde, et l'organisation de tout ce bazar forme le DNS. Et c'est cette organisation qu'on va voir. Petite précision au passage, pour que ça soit plus facile à comprendre, je vais parler de serveur DNS, ou de serveur de nom, au singulier. Mais en réalité, on peut avoir pour la même fonction plusieurs adresses IP, et derrière une adresse IP peut se cacher des data centers entiers répartis dans le monde. Donc quand je dis un serveur DNS, c'est pour simplifier. Vu le trafic qu'il y a sur certains serveurs DNS, une seule machine, voire un seul data center ne suffit pas. L'idée de base c'est de créer un annuaire universel, donc peu importe où je suis, si je tape monsieurbidouille.fr par exemple, je tombe tout le temps sur la même adresse IP. L'autre point important c'est qu'il faut répartir la charge et les coûts d'exploitation. Donc on va créer un réseau composé de plusieurs machines qui vont être gérées par des entités différentes. Pour tout ce qui est gestion des noms de domaine, le prix, etc., on y reviendra dans la seconde partie. Le DNS c'est une hiérarchie où à chaque niveau on trouve des serveurs DNS qui s'occupent d'une zone précise du système. On appelle ça aussi des serveurs de nom. On parle de serveurs DNS faisant autorité. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué à comprendre. Ça, c'est une URL. Le nom de domaine, c'est cette partie. Il n'existe pas, et inutile de le chercher. Je précise au passage, exemple avec un A, car c'est un site en anglais qui existe vraiment, c'est le sous-domaine UP qui n'existe pas. C'est via ce nom de domaine qu'on va utiliser le DNS pour trouver une adresse IP. Un nom de domaine est divisé en sous-parties, séparées par des points. Pour retrouver une adresse IP, on va partir de la droite vers la gauche. Le niveau le plus élevé est le serveur DNS racine. Il est symbolisé par un point tout à droite du nom de domaine. Ce point n'est pas indiqué, le serveur DNS racine est le même pour tout le monde. Donc inutile de rajouter le point à la fin de chaque nom de domaine. La racine fait autorité pour donner les adresses IP des serveurs de nom de domaine de premier niveau. En anglais, c'est les Top Level Domain, ou
TLD. C'est le .com de .com ou le .fr de .fr. Les serveurs DNS qui gèrent les TLD sont en dessous de la racine. On en compte environ 600 à l'heure actuelle et ce chiffre augmente. En dessous, on va trouver les noms de domaine de second niveau. Dans la majorité des cas, c'est le nom du service qu'on veut trouver, comme Wikipédia dans wikipedia.org ou exemple dans exemple.com. On trouve un serveur DNS qui fait autorité pour le domaine de second niveau exemple, qui va donner les adresses IP des sous-domaines. Un sous-domaine, c'est par exemple chat.exemple.com, youpi.exemple.com, fr.exemple.com, ou les fameux 3W dans www.exemple.com. On peut en théorie descendre aussi loin qu'on veut. Il est possible de faire par exemple truc.machin.chose.youpi.exemple.com. Ça ne pose aucun souci. Je précise quand même au passage qu'un nom de domaine ne donne pas forcément accès à un site web. Regardez une adresse mail par exemple. Alors ça, c'est la hiérarchie du DNS. Maintenant, on va voir concrètement comment on va utiliser cette hiérarchie pour trouver une adresse IP. On parle de résoudre un nom de domaine. Et pour ça, notre ordinateur va demander l'aide d'un résolveur DNS qui est en général fourni par votre fournisseur d'accès à Internet. On y accède directement via une adresse IP, ce qui est normal, parce que si le résolveur avait un nom de domaine, il faudrait passer par un résolveur pour résoudre le nom de domaine du résolveur pour résoudre le nom de domaine. Ce qui n'a aucun sens. Je précise, avant que ce soit dit dans les commentaires, qu'on peut changer l'adresse IP du résolveur utilisé par notre ordinateur par un autre de notre choix. J'en parlerai dans la deuxième partie. La demande au résolveur est simple. L'ordinateur envoie le nom de domaine d'un bloc et le résolveur se débrouille avec ça. Le résolveur, qui se retrouve avec ce nom de domaine à résoudre, va d'abord consulter la racine. Le serveur DNS racine ne connaît pas l'adresse IP finale des noms de domaine. Par contre, il connaît les adresses IP des serveurs DNS qui gèrent le .com de .com. Le résolveur reçoit de la racine l'adresse IP du DNS faisant autorité sur le .com. Le résolveur renvoie donc sa demande à ce serveur DNS. Le serveur DNS qui gère le premier niveau .com connaît l'adresse du DNS du domaine de second niveau exemple. Il envoie cette information au résolveur. Et là, je suppose que vous commencez à comprendre un peu le principe. Le résolveur continue son chemin et renvoie sa demande à ce serveur DNS. Le DNS qui gère le nom de domaine de second niveau exemple de exemple.com connaît l'adresse IP derrière laquelle se trouve le sous-domaine youpi de youpi.exemple.com. Il renvoie donc l'adresse IP finale au résolveur. Vu qu'il n'y a pas de sous-niveau supplémentaire, le résolveur fait passer le résultat final à mon ordinateur. Le DNS, c'est un petit peu comme la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix, mais qui fonctionne. On commence par demander l'adresse IP à une personne, qui renvoie à une autre personne, puis à une autre personne, etc. À chaque fois, on se rapproche un petit peu plus du bon résultat. La méthode de résolution utilisée par le résolveur DNS est dite récursive. C'est pour ça qu'un résolveur est aussi appelé serveur DNS récursif. Ce dernier consulte les serveurs qui font autorité pour résoudre un nom de domaine. La prochaine fois que vous cherchez une adresse précise en demandant d'abord la ville, puis la rue, puis le numéro à des passants, vous pourrez dire en arrivant que vous avez trouvé la maison en utilisant une résolution d'adresse postale via la méthode récursive. Attention, ça ne marche que si vous êtes invité à un dîner mondain dans l'optique de briller en société, bien entendu. Sinon, des gens normaux vont vous prendre pour un geek complètement obscur. Le résolveur garde en mémoire les résultats. Si vous cherchez 2 fois le même nom de domaine, le résolveur de votre FAI répondra très vite la seconde fois, car il a déjà en mémoire le résultat. La durée de la mémoire dépend du TTL, ou Time to Live, qui peut être différent pour chaque nom de domaine. Je rentre pas plus dans les détails. A noter que le système d'exploitation peut lui aussi avoir son cache DNS qui garde en mémoire une IP liée à un nom de domaine, pour éviter à chaque fois de redemander au résolveur. C'est pour ça que quand on crée un nouveau nom de domaine et qu'on le lie à une adresse IP ou qu'on change d'adresse IP, il faut attendre le temps que les différents caches soient actualisés. Par exemple, le résolveur ne consulte pas la racine à chaque fois. Il demande la liste des adresses IP des DNS qui gèrent les TLD et la garde en cache pendant 6 jours. C'est la durée du TTL qui est donnée par les serveurs racines. Ce qui fait que si la racine n'est pas disponible, il faudra attendre plusieurs jours pour que les noms de domaine ne soient plus accessibles de partout sur internet. Le temps que toutes les mémoires caches de tous les résolveurs soient vides. Parce que oui, on parle parfois de la racine comme si c'était le centre ultime d'internet. En fait, comme on l'a vu, dans l'absolu, internet peut très bien fonctionner sans le DNS, il lui suffit juste d'adresse IP. Mais en pratique, on aurait une énorme crise économique si le système DNS venait à s'effondrer. Du coup, naturellement, tous les yeux se tournent vers la racine, ou les fameux serveurs root. Après tout, ils sont au sommet de la hiérarchie, ça doit être le lieu ultime de tout le pouvoir d'internet, non? Mais vous savez quoi? Je vous dis ça dans le prochain épisode.
J'espère que cette vidéo vous a plu, on a vu le principe du DNS, la semaine prochaine on abordera plus la question des enjeux autour de la neutralité des DNS et s'il existe d'éventuelles alternatives. Je vous remercie aussi pour les 50 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir, la chaîne continue son petit bonhomme de chemin, vous êtes de plus en plus nombreux. J'espère vous concocter des vidéos intéressantes, vous mijoter des petits effets visuels et vous sortir du four un son de meilleure qualité quand j'aurai réussi à vaincre cette réverbération de l'enfer. Je vous dis donc à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.